Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Un assassinat politique, selon toute vraisemblance, hier aux États-Unis, qui inquiète sur cette espèce de montée potentielle de la violence politique. Oui, parce que la société américaine, on le sait, elle est violente. 18 500 meurtres en 2024. C'est une idée de ce que ça peut basculer là-bas facilement. Mais la violence politique, c'était plus rare. Ça a déjà existé en d'autres temps aux États-Unis, mais c'était beaucoup plus rare. Il y a eu le double homicide à Washington de 2 employés de l'ambassade israélienne qui ont été abattus à bout portant alors qu'ils sortaient d'un événement tout juste à côté de la Maison-Blanche d'ailleurs. Mais c'est rarissime. Il y avait eu aussi bien entendu, l'attentat raté contre le président, à ce moment-là, candidat, Donald Trump, le 13 juillet 2024. Et on était passé littéralement à un cheveu de ce qui aurait pu, justement, parce que c'était clairement un attentat politique, dégénérer. Dans le contexte polarisé des États-Unis en ce moment, c'est clair que c'est de l'huile sur le feu. La personne visée, Charlie Kirk, un influenceur conservateur, ultra-conservateur, diront certains, avait du poids politique. Il était entendu. C'était un allié de Donald Trump, quelqu'un qui est certainement pour quelque chose dans l'élection de Trump en 2024, ne serait-ce que parce qu'il a participé à faire en sorte que de plus en plus de jeunes s'inscrivent sur les listes électorales. Et habituellement, c'était plutôt le Parti démocrate qui était bon à recruter la jeunesse. Or, aujourd'hui, on l'a vu, ça a été la différence probablement pour les républicains, 43-44% selon les sondages, des jeunes ont appuyé Donald Trump. Alors qu'on disait c'est impossible, ça se peut pas, il incarne toutes sortes de valeurs qui ne peuvent pas être celles des jeunes. Pas du tout. En fait, s'il y a un tabou en ce moment, puis c'est vrai au Canada, c'est vrai au Québec, les jeunes sont beaucoup plus conservateurs qu'on ne l'imagine. J'enregistrais le week-end dernier à Montréal, à une époque formidable, une conversation avec des jeunes Québécois, quand je dis jeunes, 20-22 ans, conservateurs, et Charlie Kirk, il est l'incarnation de ce renouveau de la pensée, de la parole conservatrice. C'était aussi un débatteur pugnace qui allait au contact de ses adversaires, je ne dis pas ennemis, idéologiques, et débattait. Souvent, d'ailleurs, il avait le dernier mot. Je dis pas tout le temps, mais c'est quelqu'un qui avait réussi à faire ce qu'on voyait pas beaucoup chez les conservateurs, qui avait, d'une certaine manière, concédé l'arène intellectuelle à ce qu'on peut appeler les forces progressistes. Ouais. Mais je regardais les réactions sur les réseaux sociaux hier des gens qui l'aimaient beaucoup, qui le suivaient, qui l'aimaient beaucoup. Et dans certains cas, on était à la frange d'en appeler à la vengeance, tu comprends? À la frange. Et c'est là où je dis parce c'est que là, extrêmement inquiétant. Si les débats idéologiques se transportent sur le champ des armes à feu, ça va pas bien, là. Déjà, ça va pas bien de ce point de vue-là. Il y a aux États-Unis, bon an, mal an, plus de 40 000 personnes qui meurent par balle. L'essentiel de ces gens-là, c'est des suicides, mais la première source d'homicide, c'est évidemment des morts par arme à feu. Donc, évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Et si tu arrives au bout de tes arguments dans un débat et que tu penses que la seule façon de pouvoir t'imposer, c'est en faisant taire littéralement ton adversaire, c'est une très mauvaise nouvelle. Et quand tu disais, je voyais, comme toi, j'ai vu sur les réseaux s'animer une espèce d'esprit de vengeance, et je le redoute dans un contexte politique. Pendant que de l'autre côté, certains démocrates se réjouissaient. Tu avais les deux extrêmes, des gens qui se réjouissaient d'un assassinat politique, puis d'autres qui en appelaient à la vengeance. Tu dis, wow, là, on n'est pas à bonne place. Là. Oui. On est très mal barré. À CNBC, je pense, hier, M. Dowd, si je me trompe pas, j'ai vu ça rapidement en me réveillant ce matin ici, qui disait d'une certaine manière Kirk est victime de lui-même. Il l'a cherché. Est-ce qu'il y a une seule personne qui entre dans l'arène politique pour débattre qui a cherché à mourir pour ça? Alors, on pourrait dire qu'il avait déjà dit qu'il était prêt à mourir pour défendre le 2e amendement qui permet aux Américains, on le sait, d'avoir des armes à feu.
C'est une façon de parler, bien entendu. Je ne pense pas que ses enfants, sa femme ou lui pensaient qu'il aurait à en faire les frais de cette manière-là. C'est extraordinairement préoccupant parce que il y aura une réponse. Et d'ailleurs, hier, Donald Trump, qui parlait d'un martyr, déjà le choix des mots est important, pourrait très, très bien lui choisir de répondre, non pas par la bouche de ses canons, mais en s'attaquant, par exemple, à toutes les organisations non gouvernementales qui, de son point de vue, encouragent la violence dans le débat politique. Ça peut déclencher une série de réactions qui, quant à moi, ne sont pas garantes de ce qu'on va baisser la garde. Ça va faire monter le ton. Donc, cette affaire qui nous semble être un fait divers, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société avec un réel risque que ça mette le feu aux poudres. Je rappelle quand même qu'à la fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis, la violence politique, c'était une réalité. Personne ne se souvient que des milliers de bombes, je dis bien des milliers de bombes, ont explosé aux États-Unis et qui étaient le fait d'organisations terroristes dites domestiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu de gens qui sont morts. Mais il y a des villes qui se sont enflammées, qui se sont embrasées parce qu'il y a eu des manifestations qui se sont transformées en opérations de brasiers de centre-ville, Newark et ailleurs aux États-Unis, Watts à Los Angeles. On ne veut surtout pas appuyer sur ce bouton. Et pendant ce temps, on recherche toujours le tireur. Il y a toujours une chasse à l'homme qui est en cours en Utah. Il y a Kamala Harris qui prépare un livre, en fait, qui est sur le point de publier un livre où il pourrait être question d'un dénommé Joe Biden. Alors, le livre va sortir le 23 septembre. Certains extraits, peut-être plus juteux, ont été publiés dans The Atlantic hier. Et c'est une opération d'une hypocrisie, quant à moi, difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être culotté pour écrire, comme elle le fait, que les démocrates ont collectivement une responsabilité à porter dans le fait de ne pas avoir empêché Joe Biden de se présenter aux dernières élections. Elle dit c'est reckless. On n'aurait jamais dû permettre ça. Et en même temps, elle était à ses côtés. C'est ça que j'allais dire. Elle a joué dans le film, là, ce film pour maintenir artificiellement Joe Biden au pouvoir. Elle a joué dedans, là. Alors, elle expliquera et elle explique que c'est une question de fidélité, qu'elle ne pouvait pas se dissocier de Biden, tout en expliquant d'ailleurs qu'elle a été victime de l'entourage du président qui avait avec elle une attitude condescendante, la méprisait, ne l'a pas aidé, ne l'a pas favorisé, ce qui est tout à fait possible. Mais il faut voir que quand tu acceptes d'être vice-président, tu acceptes d'être le sous-tapis du boss. C'est pas unique à Kamala Harris, à peu près tous les vice-présidents de l'histoire en ont fait les frais, mais cette idée qu'elle n'aurait pas pu, elle, à un moment donné, dire « c'est vrai, nous avons une responsabilité », le dire plus tôt. Alors, elle prétend qu'à aucun moment, elle ne pensait qu'il était cognitivement diminué au risque d'entamer la fonction présidentielle. Si ça avait été le cas, dit-elle, évidemment, je suis d'abord une patriote avant d'être une démocrate. Mais nous, on le voyait, là. La ligne est fine. Ben oui, évidemment qu'on le voyait. La ligne est fine et pour moi, ça nous ramène à l'essentiel de ce qui s'est passé. Elle incarne l'essentiel de ce qui s'est passé dans cette dernière campagne, c'est-à-dire l'incapacité à un moment donné d'arrêter et de constater l'évidence. Et encore aujourd'hui, dans le fond, on va dire, ouais, on aurait dû le voir, le parti aurait dû, mais elle, comme vice-présidente et candidate, était apparemment pieds et poings liés. Imaginons l'improbable qu'elle aurait eu l'audace de dire, on a fait une erreur. Je me désolidarise. Je pense que ça aurait changé, je suis pas sûr qu'elle aurait gagné pour autant, mais je pense que ça aurait changé radicalement l'affaire. Et aujourd'hui, elle essaie d'avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre. Dans le fond, expliquer qu'elle n'est pas responsable, mais que le parti, lui, l'était. C'est une équation impossible à résoudre. En politique, même si ce sont les circonstances qui t'obligent à être solidaire d'une situation, t'es pogné pour fermer ta gueule après, t'en as été solidaire, c'est ça la vie. Jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout. Hey, merci Stéphane. À demain. Salut Mario.